On venait de s'installer dans l'hôtel. Quand on s'est installé dans l'hôtel et qu'on est monté dans notre chambre, j'ai allumé les lumières. Trent m'a regardé et a déposé les sacs à ses pieds. Et il m'a regardé et m'a dit: Pourquoi tous les meubles sont au sol? Je l'ai regardé et je me suis mis près de la vitre avec lui. Il avait mis tous les sacs le long de la vitre à ses pieds. Je lui ai dit que c'était comme ça au Japon. Au Japon, tous les meubles étaient au sol. Les chaises faisaient à peine la taille d'un petit morceau de bois et il y avait un coussin dessus pour pouvoir s'asseoir. En Chine, au Japon, on s'asseyait par terre, on croisait les jambes et on se mettait au bord d'une table qui faisait à peine l'espace, entre le sol et nos jambes croisées. À peine l'espace entre le sol et nos jambes croisées. À peine l'espace d'un coude, à peine l'espace d'un coude qui était posé par terre ou d'un genou posé par terre. On s'asseyait là et on mangeait là. C'était comme ça en Chine. Ou alors souvent on se mettait à de grandes tables qu'on faisait tourner. On y posait les plats dans des pots, dans des bols, dans des assiettes différentes, et on faisait tourner la table. Au milieu, il y avait un second plateau qui tournait, et on faisait une tournante avec différents plats. Mais souvent en Chine, plutôt au Japon, on mangeait sur des tables qui étaient à même le sol, de la taille d'un coude, ne simplement de la taille d'un coude, ou simplement de la taille d'un genou. On se mettait au sol sur des petites plaques en bois sur lesquelles il y avait un coussin, et on mangeait. On mangeait et ils apportaient des longs plateaux de sushis, avec des sushis et des makis qui étaient tous différents. Ils apportaient tout le monde et distribuaient des baguettes à tout le monde. Quand on a demandé à apporter un room service, une femme est arrivée avec un long plateau de sushis et l'a déposé sur la table. On s'est assis on s'est assis au sol, enfin sur ces petites chaises, et on a commencé à manger. La femme est arrivée et nous a distribué à tous des baguettes. On a pris les baguettes et on a mangé les sushis. Ensuite, on a rangé les vêtements dans les armoires. Les armoires étaient elles aussi à même le sol. Elles étaient elles aussi à même le sol et on a rangé nos vêtements. On a ouvert les sacs. On était installés. Moi, j'ai sorti mon PC et j'ai tout de suite travaillé. On était en Chine pour une bonne raison. Il y avait quelque chose qui nous avait emmenés là-bas. On avait été voir un laboratoire le lendemain. Dans ce laboratoire, on avait été voir le premier robot qui fonctionnait à base d'un cœur humain. Le premier robot qui fonctionnait à base d'un cœur humain, on a été le voir. Le cœur humain était bel et bien enfermé dans sa cage thoracique sur le côté. Il n'était pas au même endroit que le cœur humain là où il se trouve entre nos deux poumons. Il n'était pas au même endroit. Il était un petit peu sur le côté, enfermé dans la cage thoracique, voire même complètement à gauche. Il était un petit peu en dessous du bras. Il était un petit peu en dessous du bras, contenu à l'intérieur d'une cage de verre bleu contenu à l'intérieur d'une cage de verre bleuâtre il y avait des, sur lesquels il y avait des hexagones. Cette petite cage de verre bleu sur lesquels il y avait des hexagones. Une cage transparente, en verre bleuâtre. Les créateurs du robot nous ont regardés, ils nous ont demandé ce qu'on en pensait. J'ai dit que c'était formidable, qu'il servait à quoi, quelles étaient ses capacités et à quoi il servait. Ils nous ont regardés et je suis arrivé avec mon drone. J'ai été le rechercher dans la Tesla. Je suis revenu, et quand mon drone était à côté de moi, il a regardé le robot. Il a regardé le robot qui était, qui fabrique, qui avait été fabriqué avec un cœur humain. Quand il a regardé le robot, il l'a scanné. Il s'est arrêté et s'est figé devant lui. S'est figé devant lui, et Trent m'a demandé: Qu'est-ce qu'il a ton drone? J'ai regardé mon drone et j'ai dit: Je sais pas. J'ai tourné autour de lui, j'ai dit que je n'en savais rien. Morgan a commencé à le regarder, a essayé de le déconnecter en mettant sa main à l'arrière, mais là il s'est réallumé. Il s'est tourné vers Morgan, et Morgan n'a pas pu ouvrir l'arrière de son dos pour pouvoir le déconnecter, voir s'il y avait quelque chose. Il y a une personne qui est arrivée devant moi, une personne qui faisait partie du laboratoire, une jeune femme avec des cheveux noirs et lisses, qui faisait des cheveux noirs et lisses qui glissaient tout le long de son dos, jusqu'à son bassin, jusqu'au bas de son dos. Elle est arrivée près de moi, j'ai regardé ses longs cheveux noirs se dresser le long de son dos, ses cheveux noirs qui se dressaient le long de son dos et qui construisaient la silhouette de son dos, qui construisaient la silhouette de son corps. Je l'ai regardée et elle m'a regardé. Elle a dit:
Chaque fois qu'un hôte se présente face à un autre hôte, et que cet hôte est nouveau, d'une nouvelle génération, qu'il est nouvelle ou innové d'une nouvelle génération, l'hôte précédent s'arrête et se fige. C'est une sorte d'autodéfense, de moyen d'autodéfense. J'ai réallumé mon drone et je lui ai dit que c'était pas grave. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai tout expliqué dans une salle à côté. Ensuite, ils nous ont montré un robot qui s'appelait Robopause. Robopause, Robopause servait à beaucoup de choses. Il servait surtout à cultiver. Il servait surtout à cultiver. Il était par terre. Il ne bougeait pas et il cultivait. Il bougeait de droite à gauche. Il était posé sur un arc de cercle qu'il commandait lui-même et il bougeait de droite à gauche. Il cultivait des fleurs, des plantes qui poussaient sur un amas de terre qu'il y avait autour de lui. Autour de lui, cet amas de terre était déjà rempli presque entièrement de plantes qu'il cultivait. Ces plantes étaient des plantes médicinales. On était dans un laboratoire, on avait compris ça quand ils nous ont montré Robopause. On avait compris qu'on était dans un laboratoire médicinal qui, à base de plantes, essayait de faire renaître d'autres plantes qui existaient durant la préhistoire, des plantes qui n'existent plus. Ils essayaient de recréer un climat. Ils essayaient de recréer un climat qui pouvait être adapté à certaines races qui ont disparu. Un climat qui pouvait être autant adapté à certaines races qui ont disparu, qui vivent sur l'eau et sur la terre, ou certaines races qui vivent juste sur la terre. Certaines races qui ont disparu, qui vivent sous la terre, et certaines races qui ont disparu, qui vivent dans l'air. Peu importe la race, qu'elles vivent dans l'air et sous l'eau, qu'elles vivent sous l'eau ou alors qu'elles vivent sur la terre et sous l'eau. Peu importe, peu importe comment soit la race, ils essayaient de recréer un climat qui était tempéré grâce à un thermostat à l'intérieur. On regardait tout ça et on regardait tout ça et la seule chose qu'on devait faire, c'était donner notre avis. Le lendemain, on avait cours de dissection. On devait disséquer une grenouille. L'une des élèves nous a regardés. Cette fille n'était pas bien depuis longtemps. Elle se faisait harceler, juger. Elle se faisait maltraiter par les garçons. Souvent, j'essayais de l'aider. Souvent, j'essayais de lui venir en aide. Mais ce n'était pas assez. Mon aide n'était pas assez forte pour tout ce qu'elle subissait. Ce jour-là, elle a regardé son scalpel droit dans les yeux. Elle l'a mis entre ses deux yeux et l'a regardé. Elle l'a regardé droit dans les yeux. Elle serrait très fort le scalpel tellement qu'elle saignait. Elle le tenait pourtant par le manche. Peut-être que entre, elle tenait peut-être des lames. Peut-être que entre, elle tenait peut-être des lames dans ses mains. Elle saignait très fort, et à un moment, elle a enfoncé le scalpel tellement vite à l'intérieur de ses yeux. Juste sur son visage, elle a commencé à frapper le scalpel contre son visage, d'une force et d'une vitesse que je n'ai pu remarquer. J'ai vu la lame s'enfoncer entre ses yeux. J'ai vu la lame glisser entre l'os de son nez et entre l'os de ses yeux. La lame s'est enfoncée et elle est tombée. Elle est tombée sur le bureau. L'impact de sa tête contre le bureau la faisait saigner. Le sang coulait au travers de ses yeux et du scalpel qui s'était enfoncé dans ses yeux, qui s'était enfoncé entre son nez et entre ses yeux. Le sang coulait, et l'impact avait encore plus enfoncé le manche du scalpel à l'intérieur de sa tête. Elle était morte, et le lendemain, on avait été voir le robot. Le lendemain, on avait été voir le robot, et on a apporté un cœur qui nous était cher. C'était le cœur de cette fille. Cette fille avait donné, cette fille avait donné son corps. Elle n'avait pas donné son corps à la science ou à l'hôpital pour pouvoir faire des greffes de peau ou pour Elle n'avait pas donné son corps à la science ou à l'hôpital pour pouvoir faire des greffes de peau, ou pour pouvoir tout simplement faire des greffes de bras, faire des greffes de membres, ou faire des greffes de chair, ou encore, pour les grands brûlés, faire des greffes de chair, de peau, ou alors même faire des greffes tout simplement d'organes. Elle n'avait pas donné son corps à la science pour faire ça. On lui avait parlé, on lui avait dit qu'on travaillait, pas vraiment travaillait, mais qu'on testait des produits pour une société qui s'appelait WOMED. Cette société, cette société s'intéressait surtout à la repopulation de la Terre. Elle s'intéressait surtout à la repopulation de la Terre, autant animale que terrienne. On lui a parlé de ça, et à un moment, elle nous a regardés, on lui a laissé notre carte de visite.
On a été voir ses parents quand elle était morte, et on lui a dit que s'ils avaient une chance peut-être d'accepter notre offre, de, de nous donner, de nous donner son cœur, de nous donner son cœur, ils reverraient peut-être leur fille et son intelligence qui serait transférée à l'intérieur d'une puce dans le cerveau, dans le cerveau de ce robot qui fonctionne avec un cœur. Si on lui incrustait le cœur de cette fille, leurs parents, ses parents auraient peut-être la chance de revoir leur fille et de réentendre sa voix. Et c'était stupéfiant, c'était vraiment stupéfiant et incroyable. On y a accroché son cœur qu'on a apporté dans un cube en verre. On l'a donné aux scientifiques, qui l'ont accroché en décrochant le cœur qui était à l'intérieur déjà. Ils ont branché les moindres nerfs. Ils ont branché les moindres nerfs et les moindres veines du cœur à l'intérieur du robot. Ils ont branché son cœur et son cœur a directement enclenché et démarré la puce. Enclenchant directement la puce et le mécanisme de conscience du robot, le robot s'est adapté alors à son cœur. Son cœur qui contenait toutes les informations, sa voix, sa manière d'interagir, la manière dont elle parlait. Les poésies qui ressortaient des mots et des phrases qu'elle disait, sa manière de réagir par rapport aux émotions. Le robot avait tout capturé. Il avait tout capturé comme une simple mise à jour, simplement en lui incrustant le cœur de cette fille. On a appelé les parents et on leur a dit de venir voir ce robot. Ils ont exactement vu leur fille, entendu plutôt. Ils ne l'ont pas vue physiquement, mais l'ont entendue à travers un robot. Il interagissait exactement avec eux comme elle le faisait avec eux. Il avait adopté les moindres de ses manières. Il était devenu elle.